Alors, pour me présenter rapidement, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas non plus historien, même si j'ai, je crois, aujourd'hui une bonne connaissance de la ville de Lyon et de sa région. Ce qui est parfois un atout parce que je suis ouvert à tout et je n'ai pas de frein dans mes recherches. L'Institut Carnot, pour moi, c'est la symbiose des 5 derniers siècles de l'histoire de Lyon. Pour moi, si je devais donner une définition simple de l'Institut Carnot, c'est associer l'enseignement avec la recherche pour répondre à une entreprise qui lui pose une problématique, qui lui pose une question ou qui a besoin d'avoir des réponses sur un développement. Carnot apporte ça. Et Lyon, la ville de Lyon, bah, c'est aussi un peu ça. D'abord avec ses écoles, et l'INSA qui a été créée en 1957, et qui apporte une réponse différente avec des ingénieurs qui sont tournés vers la responsabilité et l'environnement. C'est aussi l'école centrale en 1857. Alors, on change un peu, on vient un siècle plus tôt, mais l'école centrale, ça a été aussi l'idée de former des hommes pour comprendre, réparer et inventer les machines nécessaires à la production. Ça, c'est ce qui était dans ces statuts, dans les premiers statuts il y a un siècle et demi. Et puis si on va encore un petit peu plus loin, c'est la Martinière, qui elle va créer des cadres dessinateurs et chimistes pour répondre à la fabrique. Et puis si on va aller encore un tout petit peu plus loin, on est en 1610 et on a Claude Dangon, qui lui va rénover le métier à tisser, va le réinventer et va créer une école pour ces nouveaux tisserands, pour qu'ils connaissent la machine, qu'ils sachent l'utiliser et qu'ils puissent produire avec. Donc voilà, en fait, c'est systématiquement cette idée d'associer les compétences et les connaissances pour dépasser les acquis qui existent au moment où c'est fait. Merci Benoît. Bon, tu étais présent pendant les présentations de cet après-midi, donc tu as vu que l'ingénierie c'est très vaste en fait. Donc, c'est très divers avec beaucoup de thématiques scientifiques, on a vu de la physique, de la mécanique, de la chimie, etc. avec plein d'applications. Donc finalement c'est un processus très complexe et on pourrait te demander mais comment s'est construit l'ingénierie à Lyon? Alors, il s'est construit, ça a été un travail de longue haleine, je dirais, et c'est ce que raconte le livre, il s'est construit effectivement pendant 5 siècles. Alors, un tout petit préambule qui est intéressant, c'est que Lyon n'a pas eu d'université pendant très longtemps, contrairement à Paris ou Montpellier, qui ont des universités qui datent de plusieurs siècles. Alors, est-ce que c'est dû au fait que Lyon ne rentre dans le royaume de France qu'en 1312 ? Est-ce que c'est dû au fait que Lyon est un peu à son propre caractère? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu d'université, mais il y a eu une école qui s'appelle le Collège de la Trinité. Et cette école va avoir une influence à plusieurs niveaux. Et je vais revenir dessus. Mais pour revenir à l'idée de la construction de l'ingénierie sur Lyon, il y a 3 étapes décisives entre le XIVe et le XVIe siècle. La première, c'est les foires franches. Il faut savoir qu'à Lyon, on va avoir 4 foires franches entre Charles VII et Louis XI qui donnent ces privilèges. Ces foires, il faut imaginer ça comme quelque chose d'assez énorme. C'est 1 mois, 2 mois pour certaines foires. C'est une exonération de toute charge, impôts, TVA et dîmes que l'on peut imaginer à l'époque. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'imprimerie. L'imprimerie va arriver à Lyon. Et l'intérêt de ne pas avoir d'université commence à faire son petit effet, parce que comme on n'a pas d'université, on a un clergé qui est relativement faible. Et comme on a un clergé qui est relativement faible, on a une censure qui est relativement faible. Donc comme on a une censure qui est relativement faible, eh ben on a beaucoup d'imprimeries qui s'installent à Lyon plutôt que de s'installer à Paris, où là on a la Sorbonne, enfin qui ne s'appelle pas encore la Sorbonne, mais qui a tendance à lire tous les textes qui vont être publiés. C'est aussi pour ça que François Rabelais va venir plutôt à Lyon pour faire éditer Pantagruel, mais il fera éditer aussi plein d'autres choses. Et puis, l'imprimerie, ça va donner autre chose, c'est que
ça va se démultiplier. Pour vous donner juste un chiffre, dans la rue Mercière, vous la connaissez, elle n'est pas très grande, on a 50 imprimeries. Donc voilà, il y a du monde. On a des grands imprimeurs, des grands éditeurs qui sont connus et qui ont leur nom à traverser les âges avec Griffe et Moderne. Et ça va être un élément. Et puis le dernier, c'est la soie, avec les privilèges donnés par Louis XI puis François Ier. Parce que Louis XI, je vous raconterai, mais ça n'a pas très bien marché. Mais la soie va aussi aider. Et ces trois éléments vont faire que Lyon va forger son caractère. D'abord, avec les foires franches, ils vont apprendre le commerce. Les Lyonnais vont faire du commerce. Ils vont vraiment faire du commerce et ils vont voir que le commerce, c'est pas mal. Ça marche et c'est intéressant. Et ça va donner une certaine indépendance à la ville. L'imprimerie, ça va leur donner une autre idée. Là, on se rapproche plus de l'ingénierie. C'est que l'imprimerie, les Lyonnais découvrent que finalement, une invention, même si parfois au départ, elle peut être mal perçue, finalement, c'est une bonne chose. Je m'explique, l'imprimerie, quand Gutenberg invente l'imprimerie, c'est super bien. C'est une chose qui, pour nous, est tout à fait normale. Mais à l'époque, il y a un métier, ça s'appelle les copistes. Et les copistes, il y en a plein pour développer les livres, il faut des copistes. Et avec l'imprimerie, les copistes, ils vont vite disparaître. Par contre, ça va générer plein de nouveaux métiers, ça va permettre de diffuser la connaissance, le savoir, et donc, ça va permettre d'avoir un nouveau secteur économique qui va se développer à Lyon. Et ça, les Lyonnais vont bien le retenir. Finalement, une invention, c'est égal à un développement. Et puis le dernier, c'est la soie, qui là, une ouverture phénoménale. Alors je fais très vite aussi, mais Louis XI a déjà proposé de gérer la fabrication de la soie et de donner le monopole à Lyon. À cette époque-là, les Lyonnais, comment dire, ils font bien du commerce, ils le font avec les Italiens. Les Italiens, c'est eux qui font la soie. Et ça les ennuie un peu, ils ont peur d'avoir de mauvaises relations avec ces gens avec qui ils commercent bien. Donc, ils vont pas dire au roi, évidemment, qu'ils sont pas d'accord, mais ils vont tout faire pour pas y arriver. Comme dirait un ami à moi, ils vont lui expliquer comment ils vont faire pour pas y arriver. Donc, la soie va se fabriquer à Tours pendant quelques temps. Puis 70 ans plus tard, c'est François Ier qui, lui, voit un problème économique très simple, c'est que la soie est très utilisée, très achetée, la France n'en fait pas, et ça coûte très cher à l'État. Donc, tant qu'à faire, plutôt que de perdre les devises qui partent généralement en Italie, bah, autant les conserver et se mettre à fabriquer la soie. Donc là, il retourne voir les Lyonnais, il leur propose une patente, les Lyonnais, cette fois-ci, acceptent parce que le commerce, justement, de la soie, ça commence à pas bien aller avec les Italiens, et l'affaire est lancée. Donc finalement, c'est ces trois éléments-là qui, si on les met avec des mots, l'imprimerie, c'est de la recherche, c'est du développement de nouveaux systèmes. Le commerce, bah, c'est le commerce, on sait que ça permet de faire des choses. Et la soie, c'est des perspectives énormes d'un développement qu'on n'imaginera même pas d'ailleurs. Ça va aller beaucoup plus loin que ce qu'imaginent les Lyonnais. Justement, l'industrie du textile a marqué la ville, mais a-t-elle aussi influencé la recherche et la formation ? Alors oui, énormément. Comme je le disais en préambule avec les écoles, il faut savoir que parfois on fait le reproche aux écoles d'avoir toujours un train de retard. Pardon, c'est ma faute, voilà. D'avoir un train de retard. Je donne mon exemple, je me suis retrouvé à faire un BEP à un moment d'agent administratif. On était à l'heure des machines à écrire électriques et des premiers ordinateurs, et moi on m'apprenait à muscler le petit doigt pour la machine mécanique parce que c'était pas évident. Voilà, ça c'est un peu la vision de l'école. Les écoles à Lyon, nos écoles, le CL, l'INSA, etc., c'est pas tout à fait ça. Eux, ils sont en avance sur leur temps et ils construisent les choses pour pouvoir aller plus loin. Et dans ces écoles-là, on en a une qui est un exemple, c'est la Martinière. La Martinière, elle va se créer parce que la fabrique fabrique de la soie. Pour fabriquer le tissu, il faut des produits chimiques qu'on commence à inventer. On est au début, mais il faut pouvoir fixer les colorants. Il faut pouvoir faire des colorants parce que les colorants, pour l'instant, on les fait à partir de plantes et petit à petit, on se rend compte qu'il y a des moyens synthétiques de faire des colorants.
Et donc, on va créer une école qui va former les gens à faire du dessin et qui va former les gens à faire des produits chimiques, à inventer les formules chimiques. Pour n'en citer que quelques-uns, on a notamment, j'ai perdu mes petites fiches, mais Verguin, de mémoire, qui lui va trouver le magenta. On a le bleu-azul qui va être aussi, qui va sortir de la martinière, etc., etc. Et puis de l'autre côté, on a en mécanique, je dirais, le métier à tisser, où pendant toute l'histoire de la fabrique, qui est le nom qu'on attribue à tous ces métiers qui englobent la fabrication de la soie, pendant toute cette histoire qui commence en 1470 jusqu'au 1801 avec Jacquard, on va avoir un métier à tisser qui va se développer, qui va se réinventer, qui va se construire, et on va avoir la recherche et développement, véritablement, qui va se créer. Et on va avoir cette idée permanente de recherche et d'association, et la soie, oui, elle influence énormément de par la chimie, j'y reviendrai peut-être, et de par la fabrication même, les machines qu'on va utiliser pour faire fabriquer la soie. Denis, on parle souvent d'esprit lyonnais un petit peu associé à du pragmatisme. Pour toi, c'est quelque chose qui est réel, c'est une vraie spécificité lyonnaise. Je ne peux pas être plus impartial, parce que je vais vous faire une confidence, je ne suis pas lyonnais, je suis stéphanois. Donc, je suis désolé, je suis l'ennemi juré. Mais je vous en raconterai une petite tout à l'heure sur les Stéphanois et les Lyonnais. Mais oui, les Lyonnais, ils ont un truc quand même. Il faut bien leur reconnaître ça. Alors parfois, les Lyonnais, ils ont le truc de s'approprier des Lyonnais qui ne sont pas tout à fait de Lyon. Mais ils ont un truc, et je dirais que c'est 3 mots. Il y a le pragmatisme, ça c'est indiscutable. Il y a l'intuition, ça c'est démontré plus d'une fois. Et il y a le commerce, parce que ça, quand même, la bosse du commerce, on l'a. Je vous avais fait plein de jolis visuels, mais en fait j'oublie de les passer. L'imprimerie, on l'a passé, voilà. On arrive à la Martinière avec le Major Martin qui a permis la création de la Martinière. Et pour revenir à ce que je disais là, nous voilà, toc, ça y est. Pragmatisme, intuition et commerce. En fait, les Lyonnais, pendant ces 5 siècles, ils vont systématiquement sentir les choses et se dire, il y a quelque chose à faire. Alors on a Arlès Dufour, par exemple, qui lui crée l'école centrale lyonnaise, qui deviendra l'école centrale de Lyon, mais qui est d'abord l'école centrale lyonnaise, qui lui a une vraie intuition. On a notre ami Marius Berlier, qui lui a une sacrée intuition aussi. Et pour vous donner l'idée de l'automobile et de Lyon, je vous dirais qu'une chose, c'est que parfois on croit que les Américains sont dans l'histoire de l'automobile, alors ils y sont pas du tout. Mais alors pas du tout, ça n'a pas été leur truc. On croit souvent que peut-être qu'il y a eu plein de pays dans le monde. Non, non, là il faut faire un cocorico, c'est nous, 2 fois, et un petit peu les Allemands. En fait, on a 3 villes qui sont le berceau de l'économie automobile. On a Stuttgart, Paris et Lyon. Et à Lyon, c'est pas moins de 80 constructeurs qu'on va avoir. Et dans les 80 constructeurs, on va avoir quand même des gens qui vont inventer la marche arrière, on va avoir des gens qui vont faire les premières voitures électriques, parce que les premières voitures quand même que l'on fait sont des voitures électriques. On va avoir des voitures, on va avoir des voitures avec 50 carburants différents. Et puis on va avoir par exemple Marius Berlier, qui à lui seul représente un peu Lyon. Marius Berlier, c'est le fils d'un canut. Son papa s'est associé avec monsieur Belay et ils ont fondé la société Berlier et Belay. Et ils font des tissus pour les chapeaux, en fait. Ils préparent les tissus pour les chapeaux. Donc son avenir est tout tracé, notre petit Marius. Sauf qu'il aime bien la mécanique. Mais il aime vraiment ça. Donc il va faire les cours du soir, encore une école. Et puis il fait tellement bien les cours du soir qu'il donne même des moyens à son papa, dans son atelier, de mettre au point des petites machines qui vont couper le ruban, qui vont automatiser certaines choses.
Voilà, donc ça c'est pas mal. Mais ce qu'il dit pas à son père, parce que on est dans une époque où quand même c'est pas bien le moment, l'automobile, c'est qu'il en fabrique une dans son coin discrètement. Il la fabrique, il fait le prototype fonctionne, hein, il le fait, il en est plutôt fier. La seule erreur qu'il fait, c'est qu'il l'essaye dans la Grande Côte. Vous connaissez tous la Grande Côte, c'est surtout une sacrée descente quand on est dans l'autre sens. Et comment dire, il démarre, il roule et il finit dans la vitrine du charcutier. Parfaitement dedans. Son père sera furieux. Il attrapera son fils par le callback. On est en 1895. Hein, et il lui dit tu vas te faire soigner et immédiatement tu m'envoies ton automobile dans le Rhône et je ne veux plus en entendre parler. À côté de ça, il a un cousin, il a quelques amis et il a une maman qui, elle, sent qu'il y a un potentiel, et ces trois-là, les cousins, les amis et la maman, vont lui donner de quoi faire un deuxième prototype. Le deuxième prototype marchera mieux, il ira dans aucune vitrine. On est en 1899, et il va construire son premier atelier automobile, rue Sully, et c'est un super garage, hein, c'est immense, c'est 90 mètres carrés. Pour la petite histoire, vous aviez même des constructeurs lyonnais qui, comme ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils avaient un petit estanco et ils n'avaient qu'une porte pour sortir. Donc ils faisaient des voitures monoplaces ou des voitures biplaces, mais avec une place à l'arrière pour pouvoir sortir la voiture à la fin de la fabrication. Mais bon, après, on a eu plein d'automobiles et plein de gens comme Luc Court. Pour finir avec Marius Berliet, il va continuer comme ça à développer. Il est malin, il brevette beaucoup de choses. Il en vend aussi des brevets. Il en vend d'ailleurs aux Américains, qui eux vont après développer, parce que les Américains, il faut bien leur reconnaître ça, ils sont forts dans le commerce aussi. Donc ils vont savoir développer tout ça. Berliet, avec ses ventes de brevets, va pouvoir s'agrandir. Il va aussi racheter beaucoup de constructeurs lyonnais. Donc beaucoup d'idées qui auront été faites par d'autres, comme Luc Court par exemple, rentrera chez Berliet. Et puis après, on lui connaît sa réussite. Il ira plutôt dans les camions, dans les autocars, dans les transports publics. Et en 1974, il sera racheté par RFI. Mais voilà, d'une certaine manière, Berliet, c'est un Lyonnais et il représente bien cette idée. On est fin du 19e siècle, il comprend déjà que l'automobile, c'est pas rien et que ça va devenir quelque chose. Et pendant un siècle, il fera tourner une entreprise qui prospérera et qui sera connue, à tel point que des Lyonnais qui travaillaient chez RVI, que je connaissais, continuaient à dire qu'ils allaient chez Berliet. Et ils bossaient chez Berliet, parce qu'ils étaient chez Berliet avant, et RVI, finalement, ça n'a rien à voir. Mais l'esprit lyonnais, oui, c'est ça. C'est décidé par lui-même, en fait. Si on a le temps, j'ai une petite anecdote qui est mignonne avec notre ami Napoléon, et qui représente bien le caractère des Lyonnais. On est en 1815. Napoléon décide de faire le vol de l'Aigle et il part de son île, il rentre sur les côtes françaises, puis vous connaissez l'histoire, il remonte petit à petit à chaque fois où il pense qu'il va rencontrer une armée ennemie, il fait que rencontrer des gens qui sont d'accord avec lui. Et puis il y a une étape à franchir, c'est l'étape de Lyon, c'est quand même une sacrée ville. Donc on a le comte d'Artois, royaliste, qui descend 2-3 jours avant pour bien vérifier que l'armée est de son côté et que l'armée est restée fidèle au roi. Et il demande donc à l'armée, la veille, de scander « Vive le roi ». Et puis il le redemande. Et puis il le demande encore, puis ça fait un peu comme vous maintenant, quoi. Il n'y a pas beaucoup de retour. Et puis il y en a un qui me dit même « Vive l'empereur ». Et un autre qui jette son arme et qui dit « Oui, vive l'empereur ». Et le comte d'Artois, il a pris son cheval, et il est remonté à Paris pour aller prévenir que ça n'allait pas bien se passer du tout. Et les soldats, l'armée royale, a su le lendemain que Napoléon arrivait, et sur le pont de la Guillotière, Napoléon, il n'a pas pu passer le pont. Il y est resté coincé pendant 1 heure, parce que toute l'armée et toute la population lyonnaise étaient là pour l'accueillir au cri de « Vive l'empereur ». Napoléon avait prévu de passer 1 journée à Lyon. Il y a passé 3 jours. Et en partant le 13 mars, il a placardé sur toutes les murs de Lyon. Je vous le lis parce que je trouve que c'est une jolie histoire. « Lyonnais, au moment de quitter votre ville, pour me rendre dans ma capitale,
J'éprouve le besoin de vous faire connaître les sentiments que vous m'avez inspirés. Vous avez toujours été au premier rang de mon affection. Sur le trône ou dans l'exil, vous m'avez toujours montré les mêmes sentiments. Ce caractère élevé qui vous distingue spécialement vous a mérité toute mon estime. Dans des moments plus tranquilles, je reviendrai pour m'occuper de vos besoins et de la prospérité de votre manufacture et de votre ville. Lyonnais, je vous aime. Je crois qu'on ne peut pas dire mieux. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, la France est royaliste, les Lyonnais sont bonapartistes. Justement, c'est le pragmatisme lyonnais. Trouver la bonne porte. Il faut coûter cher à la vie, non, me semble-t-il. Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis stéphanois, je le revendique. Vous êtes lyonnais, je le sais, mais sachez, mes amis, que nous sommes tous du même département. Eh oui. Nous sommes tous du département Loire et Rhône. Ou Rhône et Loire, j'ai un doute. Rhône et Loire. C'est un grand département qui vit très bien et qui fonctionne très bien. Les Lyonnais ont fait la Révolution, et ils ont même inventé plus ou moins le 14 juillet, parce que le 14 juillet, à la Doua, ils vont faire un grand rassemblement de 50 000 gardes, soldats et autres manifester avec la liberté en statue au milieu. Ça va être formidable. On raconte que Lafayette était là, que ça va lui donner l'idée et qu'il en parlera à Paris. Après, je n'ai aucun fait pour vous le garantir, mais en tout cas, à Lyon, nous en sommes très fiers. Bref, la Révolution est là et tout va bien. Et puis, les années passent, on est en 1793, à Paris, les Girondins tiennent le pouvoir, les montagnards, eux, aimeraient bien l'avoir, mais ils ne l'ont pas, et à Lyon, eh ben, c'est le contraire. On a un montagnard qui est maire et qui est un peu poussé par un type qui s'appelle Joseph Chalier, qui est un révolutionnaire, mais dur de dur. Et puis on a dans l'opposition des Girondins, qui, il ne faut pas se le cacher, sont des anciens commerçants, sont plutôt bourgeois, et étant bourgeois plutôt en 1793, ça veut dire qu'il n'y a pas très longtemps, ils étaient encore royalistes. Mais c'est pas grave, à Lyon, c'est pas un problème. Du moment que la ville tourne bien, qu'il y a de la sécurité et que le commerce prospère, tout va bien. Sauf que notre ami Joseph Chalier, lui, il est un petit peu énervé. Il va faire poser une guillotine en plein centre de la place des Terreaux, qui est rebaptisée pendant quelques temps place de la Liberté, mais ça ne va pas durer très longtemps. Pour l'anecdote, vous qui êtes lyonnais, si vous connaissez cette légende qu'il ne faut jamais traverser en diagonale la place des Terreaux, ça vient de là. Parce que si vous traversez la place des Terreaux en diagonale, vous passez sous la guillotine. Bref, Chalier explique ses idées à tout le monde. Je laisse Chalier, je vais vous le montrer, notre ami Chalier. Voilà, c'est lui. Et donc ces idées, elles sont très simples. Tous ceux qui ne pensent pas comme lui sont contre lui. Tous ceux qui sont contre lui doivent mourir. Comme ça, au moins c'est clair, ça permet d'éviter des longs discours. Les Lyonnais, à leur habitude, n'aiment pas trop ça. Faut pas les emmerder, si vous me permettez l'expression. Donc, ils décident de faire une manifestation pour expliquer à la municipalité que c'est pas une bonne idée. Chalier, entre-temps, va commencer à perdre ses différentes forces qui le soutenaient. La manifestation monte, elle monte aussi un peu dans l'agacement. Cette manifestation devient une émeute. L'émeute rentre dans la municipalité, prend l'hôtel de ville, prend Joseph Chalier et le met en prison. Et puis, donc on est le 29 mai 1793, et puis le 17 juillet 1793, les Lyonnais ont à peu près la même conversation que Joseph Chalier. On n'est pas d'accord avec toi, donc on te passe à la guillotine. Guillotine que Joseph Chalier avait lui-même installée. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, à Paris, je vous le mets dans le mille, c'est plus les Girondins, mais c'est les montagnards qui sont au pouvoir. Et les Girondins sont passés dans l'opposition. Et à Lyon, c'est les Girondins qui passent au pouvoir et qui mettent un bonhomme fort aimable, pas très charismatique, ancien royaliste, pardon, mais qui a le mérite de bien gérer la ville. Et à Paris, c'est très vite compris comme Lyon devient une ville contre-révolutionnaire, Lyon s'oppose à Paris, donc c'est pas possible. Donc Paris envoie les hommes.
Et quand je dis Paris envoie des hommes, c'est 60 000 soldats qui vont descendre et qui vont prendre Lyon, qui vont assiéger Lyon à partir du 9 août 1793. Et du 9 août 1793 au 9 octobre 1793, ça va être une vraie boucherie. Imaginez 60 000 hommes autour de la ville canonnée tous les jours. Tout ce qui pouvait être construit et détruit, le collège de la Trinité, magnifique élément que les savants adoraient aller voir, parce qu'il y avait notamment un observatoire, l'observatoire va être détruit, la bibliothèque qui contenait des centaines de milliers de livres, et je pèse vraiment les mots, des centaines de milliers de livres, va être détruit et brûlé. Bref, ça va très très mal se passer. On aura 10 000 insurgés qui prendront des forts d'assaut pour pouvoir se protéger. L'armée arrivera à rentrer dans la ville, ce sera une boucherie. Et si ça s'arrêtait là, ce serait une boucherie comme il y en a eu d'autres. Mais non, 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 non. Après, on a eu un défenseur des droits de l'homme qui s'appelle Fouché. Vous le connaissez tous, hein, il a été dans la police après à Paris. Mais il a été avant à Lyon, Fouché. Et Fouché, il était là pour réprimer ceux qui avaient osé se lever contre Paris. Donc il les guillotinait au début. Mais la guillotine, ça va pas assez vite. Donc après, il les mitraillait. Mais la mitraille, ça n'allait pas assez vite. Donc après, il les attachait en groupe et il les canonnait. Et après, il les finissait à coups de sabre. Je sais, c'est sanglant. C'est tellement sanglant que Lyon a gardé le souvenir de ça. Et on a une crypte qui se trouve rue de Créquy, dans une église, où vous avez encore les ossuaires des 2000 victimes de Fouché, que vous pouvez aller voir et qui racontent cet événement tragique. Mais effectivement, souvent Lyon s'en est bien sorti, souvent Lyon a eu raison d'avoir son propre avis, mais sur ce coup-là, ça n'a pas été terrible. Pour finir, je vous ai dit qu'on était tous du même département, Rhône et Loire. Paris avait décidé de raser la ville, heureusement ils ne le feront pas, mais ils voulaient raser la ville en laissant juste un monument en forme de pyramide qui aurait écrit « Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon vécut ». Alors, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Par contre, ce qu'ils ont fait... À l'époque de la Révolution, c'est l'agriculture, la première économie. Donc on va donner à la Loire les grands terrains et les grandes terres agricoles, et on va punir Lyon en lui refilant un petit département dans lequel il n'y a pas beaucoup de paysans. Voilà comment s'est finie l'histoire. Mais nous sommes tous frères, nous sommes tous du même département, mes chers Lyonnais. Peut-être parce que sans transition, quand on parle beaucoup logiquement d'ingénierie, parle aussi un petit peu de médecine. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le rôle de la médecine à Lyon ? Oui, bien sûr. Alors la médecine, je n'entrerai pas dans les détails parce que je ne suis pas savant et j'avoue que ça pourrait faire un livre à elle toute seule, la médecine. Ce qu'on peut retenir de la médecine, c'est l'Hôtel-Dieu. C'est l'emblème de la médecine. L'Hôtel-Dieu, il faut savoir qu'avant, c'est l'hôpital du Pont-du-Rhône. On est à une époque, à peu près il y a 1000 ans. Il y avait déjà des prémices d'hospice à cet endroit. Mais il y a 1000 ans, des bourgeois lyonnais se disent que les pèlerins, il faut s'en occuper. Donc ils appellent à la rescousse l'ordre des frères pontifes, qui était un ordre monastique qui avait l'habitude de construire des ponts et sur le trajet des pèlerins et de mettre un hospice pour les accueillir et les héberger. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, Lyon, c'est une frontière. Hein. Vous avez le duché de Savoie juste après. Le pont de la Guillotière, c'est la frontière. D'ailleurs, le pont de la Guillotière, il a un pont-levis à cette époque. Et on paye la dîme pour pouvoir passer le pont-levis. Donc, il s'installe là. En 1184, ça devient l'hôpital du Pont-du-Rhône, qui se développe et qui ne va jamais cesser de se développer pendant 1000 ans. Mais véritablement.
Systématiquement, il devient plus gros. Systématiquement, il est plus important. Systématiquement, il a des bâtiments en plus. Et systématiquement, il a des médecins réputés. Alors, il y en a un célèbre, c'est François Rabelais, qui n'a pas édité que Pantagruel, hein, il éditait beaucoup de littérature médicale. On en a d'autres. On en a tellement qu'à une époque, l'Hôtel-Dieu de Lyon se comparait avec l'Hôtel-Dieu de Paris. Et sachant qu'à Paris, vous aviez dans les soins, on est à une époque, on est au XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe, début XVIIIe, à Paris, un malade sur 4 meurt. C'est pas mal, il y en a 3 qui survivent. À Lyon, 1 sur 14. La réputation, elle est dans toute la France de Lyon. 1 sur 14. Et en 1454, c'est la municipalité qui rachète le bâtiment et qui se met à le gérer. Je fais un raccourci très vite, mais d'une certaine manière, on a le ciel, oui c'est le ciel, établissement clinique lyonnais, qui prend plus ou moins forme à ce moment-là. La municipalité commence à faire attention à ça. La ville s'agrandit et s'accroît, donc là aussi on a nécessité et besoin de médecins, donc de bâtiments. Pour la petite histoire, vous connaissez l'expression « c'est l'hôpital qui se fout de la charité ». Vous avez un autre très grand bâtiment qui aujourd'hui n'existe plus, on n'a plus que le clocher qui était sur la place Antonin-Poncet, qui s'appelait la Charité, qui est un très très grand bâtiment, hein, de 9 cours intérieurs, 9 corps de bâtiment. Et c'était la Charité. Et la Charité allait voir la municipalité en expliquant « oui, alors chez nous, ça se passe bien parce qu'il y a moins de morts et puis on fait bien attention à eux. » Et puis après, vous avez l'Hôtel-Dieu qui allait voir la municipalité qui disait « oui, alors chez nous, ça se passe bien parce qu'il y a beaucoup moins de morts et d'ailleurs, on s'occupe bien d'eux. » Et les Lyonnais connaissaient l'histoire et en gros, systématiquement, l'Hôtel-Dieu médisait sur la Charité médisait sur l'Hôtel-Dieu. Et d'où l'expression... Alors, il y a eu d'autres charités, d'autres Hôtels-Dieu hein, en France, mais je me plais à penser que ça vient de Lyon, l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, bref, je reviens à mon histoire. 1 pour 14. On a un architecte connu, célèbre, qui s'appelle Soufflot, qui lui passe en 1700 et quelques 1741, et va faire l'hôpital tel que vous le connaissez aujourd'hui, avec le dôme magnifique, etc. Et c'est un moment important parce que quand il refait l'hôpital, il l'agrandit encore une fois. Et là, l'hôpital se dit, et on revient à ce qu'on voit à d'autres endroits, c'est on a besoin d'une école. On a besoin d'une école pour toutes les nouvelles techniques qui arrivent et on a besoin d'apprendre et de faire apprendre surtout à nos nouvelles générations. Donc il y a une première école qui se crée, qui s'est appelée l'école des hôpitaux, qui a été faite par le chirurgien Petit, on est au XVIIIe siècle. La suivante sera l'école secondaire de médecine, qui fait médecine et pharmacie. C'est intéressant à voir parce qu'on est en 1821, donc on retrouve nos chimistes qui commencent à prendre de l'essor, où d'un côté on a les droguistes, puis de l'autre côté on a les pharmaciens. Avant on avait des alchimistes, et les pharmaciens vont s'orienter vers les médicaments et les droguistes vont s'orienter vers les produits chimiques, etc. Et puis ça va continuer comme ça. 1841, c'est l'école préparatoire de médecine de pharmacie de Lyon, qui va aller au Palais Hirsch. Ils passent le fleuve, ils se mettent de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est Lyon 1, si je ne dis pas de bêtises. Et puis après, bon, on connaît la suite. L'école va s'expatrier vers Grange-Blanche. Et puis on aura des grands médecins et des grandes premières, comme notamment la greffe de la main et autres. Donc oui, Lyon et la médecine, c'est imbriqué. Cela se pas t'écouter. Juste une toute petite dernière anecdote, peut-être. Lyon, c'est aussi les Lumières. C'est bien illustré dans le livre, on pourra le lire. Mais je veux comprendre que le 8 joue un rôle très étonnant dans la ville de Lyon. Oui, le 8. C'est pas rien, le 8. C'est pas un 8, d'ailleurs, c'est 3-8. On a le 8 septembre, on a le 8 octobre et on a le 8 décembre. Alors, je vous les fais vite. Je vous présente le 8 septembre.
le premier fake officiel de l'histoire. 8 septembre 1643. Alors ça se passe pas très bien, 8 septembre 1643. Vous avez eu 2 récoltes catastrophiques. Il y a une famine qui se présente, qui est pas loin de créer la révolte. On le sait, hein, dans l'histoire, on le verra, la Révolution française, c'est d'abord on veut du pain et quelqu'un qui dit bah, s'ils n'ont pas de pain, ils n'ont qu'à prendre de la brioche. Mais c'est quand même, on a faim quand on fait la Révolution. Et les échevins lyonnais, ils le savent. Et la tranquillité lyonnaise, elle est importante. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des Lyonnais qui s'énervent, qui ont faim, et que ben, on ne peut pas changer le climat, donc on ne peut pas améliorer les récoltes, ben, on fait un fake, on leur fait peur. C'est bien de faire peur, parce que ça permet de penser à autre chose. Vous avez faim, vous n'êtes pas bien, la peste arrive. Vous imaginez? Là, vous avez juste faim. Là, vous allez mourir quand même. Donc, voilà, c'est pas la même histoire. C'est avéré et prouvé. Hein. On a regardé, les famines étaient bien là, la peste n'y était pas. Par contre, il y avait des rumeurs sur Marseille, il y avait la peste. À cette époque-là, la peste était souvent sur Marseille. Hein. C'était un grand port, donc ça se baladait pas mal. Et les échevins, ils disent, dites donc, vous savez qu'il y a la peste, et puis elle arrive, hein, oula, on a entendu qu'elle n'est pas loin d'Avignon, on a même ouï dire qu'à Valence, on aurait eu quelques cas, et là, tout le monde se met à flipper. Et c'est super, parce que quand vous flippez, vous ne pensez plus à avoir faim. Vous vous dites même que c'est pas grave, hein. D'abord, il faut survivre, après, on mangera. Et les échevins, ils disent, bon, alors on va faire un truc, parce qu'il faut dire que Lyon a une autre culture, c'est Marie, la Vierge Marie. Ça, c'est une culture qui date du 9e siècle. C'est une culture tellement intense qu'on fait partie des villes mariales à travers le monde. C'est-à-dire les villes qui vouent un culte à Marie. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup, on est au nombre de 10. Donc Marie, c'est pas rien. Et Marie, quand on a un problème, on va la voir et on lui demande de faire un petit effort. Et là, l'idée, c'est de dire, on va aller faire une procession, on va aller voir Marie, on va lui demander de faire partir la peste, et si elle fait partir la peste, allez, promis, chaque année, on lui file de l'or et de la cire, ce qui étaient les 2 trucs les plus précieux à l'époque. Et vous n'allez pas me croire, eh ben Marie, elle y est arrivée. La peste n'est jamais venue à Lyon. Et depuis cette date, depuis le 8 septembre 1643, les échevins et les élus, le dernier qui les fait, c'était Gérard Collomb, mais il le faisait chaque année, montent le 8 septembre à la basilique Fourvière pour donner un écu et de la cire. Ça, c'est notre premier 8 septembre. Notre deuxième 8, c'est le 8 octobre. Alors là, je vous la fais vite. On a Bismarck qui est pas loin. On est en 1870. Et les armées prussiennes, elles ont passé la frontière, elles sont en train de descendre. On a su qu'elles étaient à Paris. Que font les Lyonnais? Mais ils vont voir Marie. Il faut la prévenir et il faut lui demander. Et les Lyonnais font une procession à Paris et demandent à Marie que l'armée prussienne ne descende pas jusqu'à Lyon et que la ville soit libérée. Marie, qui est exceptionnelle, exauce le vœu. En échange, les Lyonnais promettent de faire une basilique en son nom, à côté de la petite chapelle de Marie. Cette basilique sera faite, hein, elle sera faite même très vite, parce qu'on est en 1870 quand ils demandent ça, et en 1896, la basilique est consacrée. Donc c'est de la construction quand même pas mal, hein, pour la basilique et pour l'époque. Il fait un drôle de bruit. Les Prussiens n'arriveront donc pas et Marie exaucera une deuxième fois les vœux. Et puis le dernier, j'y arrive, c'est le 8 décembre, qui commence pas le 8 décembre, mais qui commence le 8 septembre. Ouais, je suis désolé. À la base, c'est des bourgeois très catholiques qui vont voir un architecte, un sculpteur qui s'appelle Joseph Hugues Fabiche et qui lui demande de faire une Vierge Marie qui soit magnifique, parce que la petite chapelle, qui a 1000 ans aussi, hein, la petite chapelle qui est à côté de la basilique, elle a 1000 ans. Elle est en très mauvais état, il faut réparer le clocher, et il faudrait qu'il y ait une Marie qui soit digne de ce nom là-haut.
Le sculpteur fait un projet, le projet est proposé au cardinal Bonald, qui valide l'idée et qui dit « Bon, alors, il faut combien de temps pour faire ce truc-là ? 2 ans, d'accord, donc ça fait 1852, quand est-ce qu'on pourrait faire ça ?» Eh bien, le 8 septembre. Le 8 septembre, c'est la Nativité. Et c'est la fête de la Nativité de la Vierge, donc c'est une bonne idée. Et puis en plus, le 8 septembre, on a déjà le vœu des échevins, avec les culs que je vous ai racontés. Donc c'est une bonne date. On va faire ça le 8 septembre. C'est parti. On en parle dans toute la ville. La ville est très heureuse. La ville, les Lyonnais achètent des bougies, parce qu'il est d'usage à Lyon depuis à peu près 1500 ou 1600 d'illuminer ces fenêtres au passage d'une célébrité, au passage de quelqu'un d'important ou pour un moment important. Donc quand Henri IV, par exemple, vient à Lyon, on met des petits lumignons qui s'appelleront les lumignons après la fête de Marie, mais c'est quelque chose qui se fait à Lyon. Donc les Lyonnais achètent de la cire, des bougies, qui coûtent cher à l'époque. Hein. Et puis l'été se passe, 1851 parfait, 1852 l'été se passe, puis au printemps il y a l'été est sec et l'automne il y a des pluies énormes qui tombent. Printemps, je vous dis une bêtise, printemps, il y a des pluies énormes qui tombent. Le sculpteur a son atelier sur les quais de Saône, un petit peu en compte plongée. La Saône à cette époque a tendance à faire un peu ce qu'elle veut, elle déborde. L'atelier est envahi, le sculpteur va voir l'évêché et lui dit bah, « écoutez, j'ai un petit souci, Marie, elle a les pieds dans l'eau ». Donc pour septembre, ça va être difficile. L'évêché réfléchit, il dit « bon alors, quand est-ce qu'on peut faire ça ?» Eh bien on a le 8 décembre, parce que le 8 décembre, c'est l'Immaculée Conception. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y a que Lyon qui fête l'Immaculée Conception. Et ils le fêtent depuis le IXe siècle. Mais pour eux, l'Immaculée Conception, c'est quelque chose. Donc ils disent bah, très bien, on fera ça le 8 décembre. On annonce ça aux Lyonnais, les Lyonnais sont déçus parce qu'ils espéraient faire la fête le 8 septembre, il faut encore attendre 3 mois. Donc c'est pénible, mais bon, soit, on va attendre le 8 décembre. Et puis le 8 décembre arrive, c'est pas une belle journée le 8 décembre. Hein. Il y a de l'orage, il y a du vent, ça se passe pas bien, il y a beaucoup de vent. Le clergé dit bon quand même on va installer Marie parce que voilà elle y est, on fait une messe, mais les feux de Bengale, les pétards, tout ça, on annule, parce qu'on va foutre le feu. Donc on fait pas. On fait passer le mot, là les Lyonnais commencent à enrager, parce que ça fait un moment, et systématiquement, là on vient de leur annoncer que ce sera pour le 12 décembre. Et puis bon, la journée se passe, à 6 heures, il y a une éclaircie. Au tomber de la nuit, les nuages s'en vont et le vent se calme. Et là, il y a quelques Lyonnais de Saint-Jean qui se disent « Moi, je m'en fous, je vous le fais pas en patois lyonnais, mais on pourrait. Moi, je m'en fous, je mets les lumignons et je vais faire la fête. » Et ils mettent ses lumignons. Et puis la fenêtre en face dit « Ah, il a mis ses lumignons, je vais faire la fête aussi. » Et il met ses lumignons. Et puis la rue d'à côté dit « Oh, ils ont mis leurs lumignons, bon, on va les mettre aussi. » Et de fil en aiguille, de rue en rue, de quartier en quartier, toute la ville s'illumine. Les curés, ils courent, et c'est en haut l'évêché, hein. Donc ils courent à l'évêché, ils expliquent que là, c'est pas possible, les Lyonnais sont en train de faire la fête. Qu'est-ce qu'il dit, l'évêque? Il dit, c'est pas possible, vous redescendez, vous leur dites qu'il faut tout arrêter, on a dit que c'était le 12. Ils redescendent, c'est trop tard, la ville est déjà illuminée, ils remontent une dernière fois, j'ai une pensée émue pour les curés qui ont fait leur sprint. Ils expliquent à l'évêque que là, on ne pourra pas faire autrement. L'histoire raconte que l'évêque a ouvert ses fenêtres, a vu toute la ville illuminée et a dit « cette image est merveilleuse, c'est fantastique et faisons-la ». Voilà. Pour la petite histoire, le clergé dit que c'est une fête catholique, les laïcs disent que c'est une fête laïque, avec la fête des Lumières, et finalement ils ont un petit peu tous les deux raison. Le clergé voulait vraiment faire la fête, mais c'est vraiment les laïcs qui ont lancé la machine. Bref, pour se rattraper, qu'est-ce qui se passe? 1853, là l'évêché il a préparé le truc avec 2 mois d'avance et ils font une fête à tout casser pour le 8 décembre. Et 1854, le pape crée un nouveau dogme qui est l'Immaculée Conception dans une bulle. Et là les Lyonnais sont très fiers parce qu'il a fallu au pape 1854 ans pour le savoir, aux Lyonnais, il leur a fallu que 900 ans pour comprendre que l'Immaculée Conception, c'était pas rien. Voilà, l'histoire du 8 décembre.